Monsieur Tam Kamara, administrateur de Guinée News. Et la modération sera assurée par un journaliste de la RTG, Monsieur Aboubakar Kamara, rédacteur en chef notamment. Donc nous invitons les panélistes à rejoindre le panel, s'il vous plaît. Monsieur Camara, c'est à vous. Bonjour à tous. Bienvenue à ce panel sur les enjeux de la communication digitale. Vous savez, avec la dématérialisation des supports de communication, nous sommes rentrés dans l'ère de l'information liquide, que certains même qualifient de l'ère de la désinformation, avec des fake news et bad buzz. Ce panel donc va surtout se pencher, réagir sur l'impact du digital sur notre communication actuelle. Et pour les médias, nous allons voir quels sont les défis qu'ils ont à surmonter. Et pour animer ce panel, nous avons pour panélistes Madame Cécile Barry. Madame Cécile Barry est présidente du groupe AJC. Elle dirige donc, elle a 20 ans d'expérience en communication. Son agence s'occupe du développement de la notoriété des personnes et des marques. Merci d'accepter de venir pour ce panel. Et puis nous avons M. Souleymane Amri. M. Amri est directeur général de Forcinet. C'est une entreprise conseil en transformation digitale et marketing. Vous travaillez sur la visibilité et les contenus. Et puis nous avons comme troisième panéliste Madame Aïda Ndiaye. Elle est chargée de relations publiques au niveau pratiquement du réseau social, le réseau social le plus connu, Facebook. Production donc des données, vous êtes spécialisé, mais surtout vous vous concentrez sur l'Afrique francophone. Merci donc à ces panélistes-là. Et la première question, c'est une question de curiosité, c'est de savoir quel rapport vous avez avec le digital. Peut-être ça va paraître un peu anodin, mais plus important, à quand remonte votre premier contact avec le digital et vous êtes dit oui, ça, il y a un enjeu, un potentiel, il faut s'y mettre. Amri, ingénieur, tu es ici au départ? Oui, tout à fait. Et au fait, par rapport à votre question, ça m'a fait sourire parce que ça m'a rappelé un truc. Moi, en fait, mon premier rapport avec le digital, ça date de 14 ans. 14 ans. Quand j'avais exactement 14 ans. Et récemment, j'étais dans ce questionnement-là. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, j'ai trouvé qu'à 14 ans, j'ai commencé à faire du blogging à l'ère où Skyblog a commencé. Et donc, j'ai commencé à bloguer sur un peu mes activités, etc. Et c'est à partir de là que ça s'est développé parce qu'à chaque fois qu'il y a eu un réseau social qui était né, je l'utilisais. Donc, Facebook, LinkedIn, Friendster, au départ, quoi. Enfin, donc, jusqu'au moment où il y a presque 4 ans, je me suis retrouvé dans l'aventure de Forcinet, où on accompagne les entreprises pour se digitaliser, notamment pour digitaliser leur communication, leur marketing. Et donc ça date vraiment de 14 ans, qui était de l'utilisation du digital pour moi, à travers du blogging, à travers le partage de mes activités avec des gens. Donc je ne savais même pas qui lisait ce que j'écrivais.
Et, une relation d'amour qui est devenue une relation professionnelle. Exactement, ouais. Merci pour cette entrée en matière. En information, c'est un panel qui va prendre 60 minutes et nous allons spécifiquement répondre à 3 questions essentielles. C'est d'abord comment le net peut faire défaire les réputations des entreprises, et puis avec vos expériences, nous aurons aussi à voir quels défis aujourd'hui se présentent pour les médias classiques face au digital, et enfin, comment reconnaître la bonne information, c'est-à-dire fuir les fake news. Nous allons commencer par cette première question centrale. Comment le net peut faire et défaire les réputations des entreprises, hein? Et je commencerai par vous qui travaillez sur la notoriété des marques. Alors effectivement, aujourd'hui, un des grands enjeux des entreprises, quel que soit leur business, quel que soit le produit et le service qu'ils délivrent, c'est justement de garder une bonne réputation dans le digital. Et comme dit en fait Warren Buffett, la réputation, ça se construit sur des années, mais ça peut justement partir en l'air en 5 minutes. Et ça, c'est quelque chose qui a été confirmé par le digital également. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui fait peur un peu aux entreprises, mais c'est aussi une opportunité. Parce que quand on parle des réputations et l'ampleur qu'elle prend aujourd'hui, c'est uniquement parce que les gens ils commencent à déployer beaucoup plus le digital dans leur vie quotidienne et que le consommateur qu'on avait avant est devenu un consommateur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand il a un problème avec un service X, quand il a besoin de poser ses questions, d'avoir de l'information, premier réflexe qu'il aura, c'est de chercher sur Internet. Premier réflexe qu'il aura, c'est de contacter l'entreprise. C'est des fois de publier des statuts, etc. Et ça fait justement un challenge pour l'entreprise. C'est à la fois un avantage parce que ça leur permet de savoir qu'est-ce qui se passe. Parce que là, on parle de milliards de personnes qui utilisent Internet. Au Maroc, nous, on a à peu près 21 millions d'utilisateurs d'Internet. En Guinée, il y a 1,9 million d'utilisateurs d'Internet, ce qui correspond à 14% de la population. Et comme ils l'utilisent, donc forcément, leur réflexe, c'est de partager leur expérience en utilisation des produits ou de services. Et là, pour les entreprises, c'est un gage à la fois. Pourquoi je dis c'est un avantage? Parce que avant le digital, l'entreprise, elle ne pouvait pas connaître ce que les gens disent d'elle. Donc on avait toujours des conceptions et d'images par rapport à certaines entreprises, mais l'entreprise, elle ne pouvait jamais connaître comment on pense d'elle, comment on l'aperçoit. Avec le digital, elle a ce pouvoir parce que les gens ils vont parler. Il y a la réactivité. Exactement, il y a de la réactivité. Et puis on a la capacité de faire de la veille digitale pour savoir si tout ce qui se dit et répondre à temps, au lieu que ça crée, au lieu qu'on se rende compte à la fin, qu'on perd en chiffre d'affaires, qu'on perd en clients sans savoir pourquoi. Et là, ils peuvent agir parce qu'en processus de gestion de réputation, première des choses qu'on fait, c'est de faire la veille digitale. Donc tout ce qui s'écrit sur une entreprise, sur une marque personnelle ou marque entreprise, donc on va le ressortir, quel que soit le canal, des réseaux sociaux, des blogs, les médias, la presse électronique, des articles, des sites, des applications mobiles, des vidéos, on va ressortir ça. Et quand on va ressortir, on va commencer à classer entre le positif, le neutre, le négatif, et quel type de mentions sont faites. Est-ce que ça concerne l'amélioration de service client? Est-ce que ça concerne une rumeur, par exemple? Et à partir de là, on commence à faire à répandre et des fois à faire de la gestion de crise quand il s'agit d'un bad buzz qui a vraiment circulé sur les réseaux sociaux pleinement pour pouvoir justement mettre en action des actions qui sont purement de communication digitale, de réponse. En fait, ça veut dire que vous, déjà, votre entreprise doit son existence, sa présence, à la connaissance du fait qu'il est possible de détruire les notoriétés, l'image, les réputations. Ouais. Tout à fait. Aujourd'hui, un bad buzz, il circule dans les réseaux sociaux au niveau local dans maximum 24 heures. Donc, dans maximum 24 heures, vous avez la majorité de personnes qui connaissent ce qui se passe. Et à l'international, au maximum 48 heures. Même dans des pays, voilà, on se dit, nous, par exemple, on se disait au Maroc... Et là, c'est suffisant pour détruire une réputation ou pas? Là, non, ça ne va pas détruire la réputation. D'accord, avec la communication digitale, il y a des avantages énormes, mais aussi, il y a des risques. Notamment, les risques de voir sa réputation fondre. Mais comment ça se passe? Quand, par exemple, la vendeuse de Conakry, qui a pu vraiment avoir une chaîne de clientèle élargie, et paf, il y a une fake news sur son activité ou bien sur elle-même.
Comment ça se passe, vous, comment vous faites pour récupérer et ramener, remettre sur selle cette vendeuse? Alors, justement, ce qu'il faudrait noter d'abord, c'est qu'il y a un risque, mais Madame Seril a parlé justement du fait que des fois, un mot de travers, et on se rend compte que le grand pourcentage des bad buzz qui sont déclenchés pour les entreprises, c'est généralement des fautes de communication. Donc, c'est l'entreprise qui les produit par elle-même. Et du coup, l'autre partie là, donc des fois de fake news, des fois pas, ça dépend, parce que les bad buzz, c'est pas uniquement que des fake news. Ça peut se générer d'une mauvaise utilisation de produits, comme ça pourrait se générer d'une rumeur, effectivement. Et là, quand il s'agit de fake news, je dirais que c'est le processus le plus facile à gérer quelque part, parce que quand c'est du fake, ce qu'il faudrait juste dire aux entreprises, c'est qu'il ne faudrait pas rester silencieuses. Parce qu'il y en a ceux qui se disent « Ah, c'est du fake news, c'est une rumeur, je ne parle pas ». Ça, c'est la grosse erreur. Il faudrait répondre. Il faudrait répondre parce que la réponse, déjà, ça rassure les gens par rapport à ce que vous êtes réactif et que vous êtes là pour eux. La deuxième des choses, ça vous permet d'éviter ce qui pourrait se passer par la suite. Parce qu'on a eu des cas, en fait, où il y avait des entreprises qui ont subi des rumeurs, ils n'ont pas répondu, ça datait. Et comme sur les réseaux sociaux, notamment Facebook et autres, quand vous venez et vous likez une publication qui est très ancienne, ça remonte. Et donc le même bad buzz, ça s'est régénéré après des années parce que les gens ils vont pas voir les dates pour un problème qui a eu ça fait longtemps. Alors que là, si l'entreprise répond, si elle rassure, si elle répond concrètement et quand ça va remonter avec la réponse. Et du coup, déjà, quand il s'agit de fake news, il faudrait vraiment répondre ça d'abord. Et puis, il faudrait montrer que c'est du fake news. Parce qu'il ne faudrait pas oublier qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est, disons, avec leur aspect de viralité, ça devient une machine d'amplification des fake news derrière. Et si on ne suit pas vraiment ce qui se passe à la minute, à la seconde par rapport à notre entreprise, derrière, ça risque d'être très viral. Et on a eu ce genre de cas où les entreprises ont tardé un tout petit peu. Ça s'est circulé davantage parce que le bad news, généralement, il commence dans un réseau social et se distribue, se diffuse sur les autres. Donc, il faudrait gérer l'ensemble des réseaux sociaux, que l'on soit présent sur ces réseaux-là ou pas. Il vous est arrivé de travailler sur la notoriété des médias? Oui, tout à fait. Et alors, en fait, quand on parle de réputation, moi j'aimerais noter un point, c'est que la réputation, c'est pas uniquement quand il y a des crises, quand il y a des bad buzz, mais c'est aussi toute une opportunité d'être mieux visible à travers des solutions publicitaires qui vont amener à atteindre des gens qu'on n'avait pas l'habitude d'atteindre avant. Et ça, c'est le cas pour les médias également. Aujourd'hui, je vais vous dire un truc, c'est que l'entreprise aujourd'hui, dans l'ère de la transformation digitale, elle a besoin de transformer tout son business model, toutes ses méthodes de travail. Et c'est pareil pour les médias. Aujourd'hui, pour un média, pour qu'il réussisse sur le digital, il faudrait qu'il change. Et quand on parle de changement, c'est d'abord un changement organisationnel. Et donc de passer de journalistes à des web journalistes, ça d'abord. C'est un changement de contenu journalistique, parce que l'information en tant que telle sur les faits, etc., n'intéresse plus personne parce qu'elle est sur les réseaux sociaux. Donc ils attendent un travail journalistique derrière, d'investigation, d'analyse, de critique. Et puis par la suite de changer de mode, de format aussi de contenu. Aujourd'hui, on a des exemples tels que Brut, tels que Combini News, qui réussissent largement sur le digital parce qu'ils ont changé le type de contenu journalistique qui est devenu sous forme de vidéos qui sont très courtes, qui sont devenues sous forme de documentaires qui sont très courts, etc. Et ça, c'est ce qui va attirer les gens parce qu'aujourd'hui, ce qui attire les gens, c'est plus de l'image, c'est plus de la vidéo. En même temps, les news, ça attire, mais pas n'importe quelle news sur les faits parce qu'on peut retrouver partout. Et du coup, il faudrait montrer l'effort journalistique. Et là, les journaux qui réussissent vraiment, enfin les médias qui réussissent vraiment dans le digital, soit ils sont dans cette optique de vidéos, de capsules qui sont courtes, qui sont concises et qui parlent justement à la population. Et on va déployer tous les leviers de visibilité pour les atteindre. Soit ils sont justement dans de la critique, même s'ils tardent un peu à publier leurs articles, leurs enquêtes, mais ils sont très attendus parce que les gens ils savent très bien que le contenu qu'ils vont délivrer est différent des autres, est différent de ce qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, le métier de journaliste, c'est devenu un métier de tout le monde. Et le citoyen, aujourd'hui, il est journaliste parce qu'il a toujours son téléphone, son smartphone dans la main, et partout il voit un truc, il commence à filmer, à poster, etc. Et c'est même une source pour les journalistes, une source d'information. Et c'est là où il y a un peu le problème. Parce que quand le citoyen devient la source de l'information pour le journaliste, on se demande c'est quoi le rôle réel du journaliste là. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'il faudrait changer de business model, déjà en termes de revenus, changer d'organisation des médias,
monter en termes de métiers et compétences pour qu'on ait des journalistes et des investigateurs numériques, digitaux, et puis par la suite changer le format de contenu qui serait délivré par ces gens. Et c'est comme ça que ça va réussir, parce que si on reste dans le modèle classique et le translater sur le digital, ça ne va pas marcher. Ça n'intéresse pas beaucoup de monde. Aïda Diamri a composé à faire avec, cohabiter. C'est ça? Entre médias sociaux et puis médias traditionnels, c'est la cohabitation qu'il faut développer tout en essayant de se maintenir au même niveau, à la même rapidité que les nouveaux médias. Alors c'est la cohabitation, oui, mais après le grand pourcentage des médias qui sont consommés, c'est sûrement sur le digital, c'est la presse électronique, donc il faudrait se mettre ça en tête, parce qu'à un certain moment la presse papier ça va disparaître, ça c'est la réalité malheureuse, et du coup il faudrait se préparer dès maintenant pour ça. Maintenant il y a également cette question de trouver la bonne information, etc. Moi je dis qu'aujourd'hui il est du rôle des acteurs du digital, des réseaux sociaux, etc., de sensibiliser les gens à la façon justement de percevoir l'information et comment justement la fact-checker en quelque sorte. Et ce que j'aime d'ailleurs dans le fait que les gens sont très actifs sur le digital, c'est que des fois, nous, on a eu des cas de fake news qui ont été démentis par les citoyens. Donc des gens qui ont vécu la scène, une certaine situation, etc., qui disent attention, l'information qui circule sur ça. Et ça, c'est très intéressant. Ça veut dire que le citoyen aujourd'hui, en étant très digitalisé, il est aussi prêt mentalement et il a la conscience qu'il faudrait diffuser que de la bonne information, que de l'information qui est correcte. Et il est là pour aider. Donc ce qu'il faut peut-être, c'est justement de la sensibilisation, c'est d'apprendre aux gens comment fact-checker, comment faire la part des choses entre une information qui est mauvaise et une information qui est correcte. Et ça, comme j'ai dit, c'est le rôle des réseaux sociaux, des acteurs du digital, mais aussi du média et du journaliste, parce que c'est après tout... Mais tout de suite, là, excusez-moi de vous interrompre, avant qu'il ne fasse, qu'elle fasse dégâts, la mauvaise information, sous quelle enveloppe elle se présente pour tout de suite être détectée? Pour tout de suite être détecté, je dirais que c'est un peu difficile parce que si les plateformes derrière ne travaillent pas sur vraiment des systèmes de l'intelligence artificielle et puis les fact-checkers qui sont derrière, qui seraient très puissants pour détecter ça, c'est très difficile. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure pour le cas du bad buzz, les gens ils lisent jamais les dates en fait. Il y a certaines rumeurs qui à chaque fois ils rebondissent après des années. Ils lisent jamais les dates, quand est-ce que ça a été publié, ça parlait de quoi, la source, etc. Et du coup, c'est pour ça que je parle de sensibilisation. Entre-temps, c'est très difficile que ça soit fait, sauf par les plateformes elles-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a des budgets qui sont énormes et qui sont dépensés par ces plateformes-là en termes de recherche et en termes de collaboration avec les médias également. Aïda en a parlé, parce que Facebook aujourd'hui, il finance pas mal de médias pour contribuer dans ça, mais aussi c'est le cas des autres réseaux sociaux. Et donc pour la personne, pour le citoyen lambda, ça devient un peu difficile. Pour nous un peu qui disons qu'on est un peu expert dans le digital et qu'on connaît, qu'on a vécu des situations, mais il nous arrive de nous tromper sur certaines informations. Parce que n'oublions pas qu'on est quand même dans un contexte où il y a des politiques, des acteurs économiques qui des fois jouent sur ça aussi. Et du coup, ça devient très difficile pour le citoyen de déterminer. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment un grand effort à faire par les acteurs du digital. Oui, mais il faut aussi que vous autres, vous avez des clients qui ont la même préoccupation que ce monsieur en termes de gestion des données. De la protection de données, effectivement, parce qu'aujourd'hui, ça fait un peu déjà, ça fait la polémique dans le monde après la RGDP, notamment le scandale de Facebook qu'il y a eu à un certain moment. Donc les clients, ils sont devenus très vigilants par rapport à ça. Aujourd'hui, comme on fait pas mal de publicité sur les réseaux sociaux qui va générer des contacts des gens, des leads, etc. Déjà, les personnes, ils sont soucieux. Et puis les entreprises également, ils se disent, mais comment je vais pouvoir maîtriser cette donnée-là et la protéger, sachant que je ne suis pas l'unique acteur qui la détient. Donc il y a également ces plateformes-là. Et est-ce que c'est valable? Donc ça fait vraiment du souci. Là nous, au Maroc, récemment, on a eu une nouvelle loi pour la protection de données qui respecte un peu également ce qui se passe dans le monde. Et c'est devenu obligatoire à toutes les entreprises d'avoir des autorisations, de montrer clairement comment on va stocker la donnée personnelle, comment on va la gérer, comment on va la traiter et comment justement on pourrait faire en sorte que ça soit modifiable, supprimable quand la personne souhaite la supprimer sans qu'il y ait de soucis là-dessus. Mais ce n'est pas pour dire que Facebook ne soutient pas les entrepreneurs ainsi que les créateurs de contenu. J'en ai parlé très rapidement. Nous avons lancé une plateforme qui s'appelle Watch. Donc c'est une plateforme
de vidéos, donc qui permet aux uns et aux autres de regarder des vidéos sur Facebook. Et grâce à cette plateforme, si vous êtes un créateur de contenu et que vous mettez des vidéos ou bien des séries, vous pouvez monétiser ces vidéos-là. Donc on a commencé bien entendu en Europe, aux États-Unis, on l'a lancé en Afrique du Sud et au Nigeria, et nous espérons que ce sera bien entendu bientôt disponible dans toute l'Afrique et pourra permettre aux créateurs de contenu de monétiser leur contenu sur une plateforme telle que Facebook. L'Afrique a complètement besoin de ça. Effectivement, je complète ça parce que effectivement, je pense que Facebook aujourd'hui, dans cette logique de récompenser derrière les metteurs de contenu, parce que moi je me souviens il y a 2 ans en fait, j'avais accédé à ce qu'on appelle sur Facebook la Audience Network. Et la Audience Network, en fait, ça fonctionne comme du Google AdSense derrière. Donc, quand vous êtes en train de créer du contenu rédactionnel, vous avez la possibilité de s'inscrire. C'est vrai que c'est trop compliqué derrière, parce que comme ça démarre, et puis voilà, on ne sait pas comment on peut gérer la chose. Et quand vous allez créer ce genre de contenu, il y aura forcément des publicités qui vont s'afficher sur votre contenu rédactionnel. Et comme il y a des annonceurs qui payent pour ça, vous serez payé en contrepartie. C'est un peu comme le Google AdSense. Et c'est vrai que récemment, on a vu le lancement de Watch, avec effectivement les pages qui produisent du contenu visuel sous forme de vidéo. Ils ont certains critères. Et quand ils atteigneront ces certains critères-là, leurs vidéos pourront justement être hébergées de la publicité, parce qu'on a commencé à faire de la publicité vidéo sur les vidéos qu'on voit, et être récompensées derrière. Donc c'est quelque chose, je pense que Facebook travaille beaucoup sur ça également, pour pouvoir motiver un peu les créateurs de contenu sur ce réseau social. Et la personne peut devenir aussi un influenceur. Tout à voilà. fait. Donc, Voilà. Une dernière question, s'il vous plaît. Madame. Oui, bonjour et merci beaucoup. Donc Flora Olivier, je travaille également pour Oser Innover. Je voulais revenir plutôt sur le début de la conférence et donc l'entreprise et sa stratégie de communication digitale. Nous aidons essentiellement de jeunes entrepreneurs à développer leur entreprise avant même de la créer. Et je voulais bien insister sur le fait que la réputation, des fois, trop vite, peut poser de gros problèmes. Je prends l'exemple qui n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat, à savoir un jeune homme qui fait une cover sur YouTube et qui se retrouve avec 3 millions de likes. D'un coup, des producteurs, des musiciens se lancent sur lui, lui demandent « Ah, on est un partenariat ensemble » et lui, en fait, il n'avait rien d'autre. C'est la même chose pour un jeune entrepreneur qui partage trop vite ses inventions, trop vite disons même son business model, et qui en fait pour l'instant n'est pas à l'échelle pour répondre à la clientèle. Et ça fait aussi partie de la stratégie de communication, c'est-à-dire mettre des étapes en fait. Voilà. Plutôt une contribution. Juste un instant. Allez-y. Je vais justement faire, ce ne serait pas une réponse, mais plutôt une contribution, puisque moi j'ai passé par ça. Donc je suis devenu entrepreneur il y a presque 4 ans. Et du coup c'est vrai en fait, puisque les réseaux sociaux, c'est justement l'aspect viral de la chose, ça fait que vous pouvez monter aussi vite et qu'il faudrait contrôler. Et nous, ce qu'on avait défini au départ, c'est que comme étant une entreprise qui va faire du conseil en transformation digitale, et nous on doit donner l'exemple, donc on s'est fixé des étapes. D'abord, on était sur toutes les plateformes web, en termes de présence, pour garder son nom, pour avoir sa marque partout, mais on ne donnait pas la même priorité à toutes les plateformes. Donc on a commencé d'abord par attaquer un peu les gens qui sont dans la recherche, et à travers le site web, le référencement naturel sur les moteurs de recherche, jusqu'à ce qu'on ait des retours d'abord par rapport à ça, et puis de voir est-ce qu'on maîtrise la demande derrière, parce que si on se lance du coup et que ça monte, il y aura beaucoup de demandes, alors que généralement, en tant que jeune entrepreneur, on n'a pas assez de capacité ni humaine ni financière pour gérer. Donc on a commencé par ça. Après, on est passé à alimenter de plus en plus les réseaux sociaux, réseau social par réseau social. Et à chaque fois, on attend qu'il y ait des retours, on attend de voir est-ce qu'on va gérer derrière avant de passer sur l'ensemble. Et aujourd'hui, on est sur l'ensemble avec une stratégie de contenu qui est quand même fréquente. Et là, effectivement, il ne faudrait pas qu'on soit dans la précipitation, parce que c'est vrai que les réseaux sociaux apportent de l'avantage pour n'importe quel business, mais justement, quand on se précipite et que les gens nous connaissent, les entreprises commencent à nous solliciter, et qu'on a derrière une petite équipe, on vient à peine de commencer, on n'a pas assez peut-être d'expérience entrepreneuriale, là il faudrait faire attention. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire.
Il y a beaucoup d'outils de fact-checking. Oui, effectivement. Et je pense pour l'image, c'est très facile parce qu'effectivement, Google aujourd'hui a un système de traitement d'images derrière qui est très puissant. Et on a la possibilité d'aller sur Google Images et soit d'uploader l'image, soit justement de mettre ça en lien. Et si l'image, ça existe déjà, donc ça va apparaître dans les résultats avec le lien derrière qui l'a posté. Et on peut voir la date et la source d'avant pour savoir est-ce que vraiment c'est une image qui concerne le pays ou un autre pays. Donc là, en termes d'image, c'est un peu facile pour découvrir. Il faudrait juste que les gens sachent qu'il y a cette possibilité de faire la recherche par image en quelque sorte. Et puis je pense que ça va se développer davantage parce qu'avec ces plateformes-là qui développent leurs outils de reconnaissance faciale, etc., donc ça va être beaucoup mieux par la suite. Et la grande leçon donc, c'est de ne jamais se précipiter sur ce genre de choses, d'être patient et de développer l'esprit critique. Voilà, douter de tout. C'est surtout de ne pas partager quand on voit l'information et qu'on a des doutes. Parce que les gens, ils ont des doutes, ils partagent. On ne partage pas, on attend un petit peu parce que ça ne va pas changer grand-chose si on partage cette information-là. Attendre qu'il y ait peut-être aussi des médias qui vont rebondir sur cette information. Est-ce que ces médias sont crédibles, etc. Et puis de réagir par la suite. Il faudrait un minimum de patience. Je pense que nous serons obligés de dire merci à nos panélistes, Madame Barry, Monsieur Amri et Madame Diagne. Vraiment merci aussi à vous, le public, pour la patience remarquée. Merci. Terminé pour ce panel. Merci à nos panélistes. Merci Monsieur Camara.